Salut, Bonjour, ça va? ça va maintenant. J'espère que vous allez bien. Oui, très très bien, merci. Et vous? Ça va, enchantée de faire votre connaissance. Mais moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je suis Hanan Assoum. J'ai terminé ma licence et mon M1 et je suis cette année au diplôme à l'université libanaise. Oui, Bravo, merci, félicitations. merci. Dans le cadre de la notion de tâche à l'université libanaise à la faculté des lettres dans le département de langue et littérature française à Tripoli, au diplôme d'enseignement, notre professeur, cher docteur Rima Maouloud, nous a demandé de faire un reportage sur la vie animée à Tripoli pendant le mois de Ramadan. Nous avons donc rencontré, moi et mon amie Nathalie Khattar, beaucoup de gens dans la ville de Tripoli en visitant des régions et des monuments qui nous ont impressionnés, surtout qu'on n'avait pas remarqué assez auparavant cette importance et cette grande valeur que porte le patrimoine à Tripoli. Tout cela a suscité énormément notre curiosité et en cherchant, nous avons trouvé des reportages et des vidéos publiées sur vos activités pour conserver le patrimoine à Tripoli. Vous, chercheurs et conservatrices du patrimoine auprès du Conseil général d'Île-de-France, militante et passionnée pour la sauvegarde du patrimoine de votre ville natale Tripoli, qu'est-ce qui vous a poussé à postuler pour cette question de protection et de conservation du patrimoine de cette ville originale grâce à votre association pour la sauvegarde de Tripoli? De combien de temps je dispose? Comme vous voulez. Parce que je peux vous raconter mon histoire très rapidement, très brièvement, comme je peux m'y étendre, parce que c'est une question de vie. C'est toute ma vie qui a commencé en fait depuis que j'ai quitté le Liban, donc à l'âge de 19 ans. Je suis venue à Paris je suis venue parce que je suis actuellement à Paris et que je suis arrivée à l'âge donc de 19 ans pour poursuivre des études de lettres modernes à la Sorbonne. Et j'étais en licence quand j'ai découvert tout à fait fortuitement dans mes lectures un poème qui s'adressait à la comtesse de Tripoli, composé et déclamé par le fameux poète Geoffrey Rudel, dont tout le monde connaît l'histoire de cet amoureux passionné qui a fait le trajet depuis le sud de la France jusqu'à la ville de Tripoli pour y rencontrer enfin sa dulcinée, sa bien-aimée, la comtesse de Tripoli, dont il avait juste entendu parler. Il ne l'avait jamais vue, ne l'avait jamais rencontrée. Il avait juste entendu parler de sa beauté. Donc, il en est tombé follement amoureux à tel point qu'il lui a composé énormément de poèmes. Ces poèmes lui sont arrivés à bord à Tripoli, à la citadelle de Tripoli. Elle était tombée amoureuse de lui en retour. Ils ont décidé de se rencontrer. Ce jeune gaillard fait donc le trajet depuis le sud de la France jusqu'à la citadelle pour rencontrer sa bien-aimée. Sauf que avec les difficultés du voyage à l'époque, parce qu'il fallait traverser donc tout, tout ce trajet pour arriver jusqu'au Liban et jusqu'à Tripoli, il arrive, ils ont juste le temps d'échanger un baiser. Elle descend du donjon pour le retrouver. Ils échangent ce baiser et il meurt dans ses bras. Et de là est parti le thème, enfin d'une façon tout à fait anecdotique, bien entendu, mais à laquelle j'avais envie de croire justement à l'âge de 19 ans. À 19 ans, on est jeune, on est rêveur, etc. Et donc, de là, pour moi, de là partait l'idée de la fine à mort, de l'amour courtois et de la mort d'amour chez les poètes de Languedoc, les troubadours dont on entend souvent parler dans la littérature occitane. Et de là est partie cette passion. Je me suis dit, voilà, ma route est tracée, je vais poursuivre dans ce domaine-là pour découvrir les rapports qu'il y avait entre ces troubadours qui, la journée, étaient des chevaliers, ils faisaient la guerre donc contre les armées musulmanes islamiques
de l'Espagne, de l'Andalous. Et le soir, la nuit, ils se retrouvaient entre eux pour clamer des vers, pour parler d'amour, etc. Et pour la poésie lyrique, c'était la première approche lyrique de la poésie en Occident. Donc pour moi, c'était vraiment une découverte extraordinaire et c'est comme ça que c'est parti. Mais il a fallu donc 20 ans de travail, de recherche, etc. pour arriver à me dire que c'est pas fini, il y a encore tant à faire et qu'il fallait que je poursuive dans ce combat. Et ce combat, il est aussi lié à la pierre, il est lié à ce beau patrimoine. J'allais tous les ans, comme chaque émigré, j'allais tous les ans, je retournais à Tripoli. Et à Tripoli, qu'est-ce que je voyais? Des monuments extraordinaires de tous les âges, de toutes les périodes, de toutes les, on traversait des milliers d'années de patrimoine et de monuments sans jamais y prêter d'attention. Vous avez raison de le mentionner. Vous avez raison de dire que les gens passent tous les jours devant ces monuments, mais ils ne les voient pas. Oui, c'est vrai. M'a décidé véritablement à mener ce combat. Je voyais quelque chose d'extraordinaire et quand j'en parlais aux gens, ils me disaient mais non, c'est rien, ça c'est rien. Vous avez vu dans quel état ils sont? C'est pas la peine de s'en occuper. Et là, j'ai compris que justement, s'il y avait un combat vraiment qui méritait d'être mené pour cette ville, c'était bien celui du patrimoine bâti, donc le patrimoine matériel, qui est donc les monuments, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, Hanan, et c'est hyper important, c'est aussi le patrimoine immatériel de la ville de Tripoli, dont on doit être extrêmement fier et pour lequel j'ai décidé de me lancer. Et si vous me laissez un peu de temps, je vous expliquerai comment. Voilà. Vous avez votre temps. Alors, donc, en 2015-2016 à peu près, j'ai commencé donc pardon, 2005-2006, j'ai commencé un petit peu à réfléchir à ça. Et l'association qui s'appelle Patrimoine Tripoli Liban est née à Paris parce que j'étais toujours loin de ma ville natale et je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Elle est née en 2009 à travers donc ce lobbying, une sorte de lobbying auprès de beaucoup d'amis. Je parlais souvent, tout le temps. Je leur disais, mais regardez tout ce qui s'y trouve, etc. Et je voyais que cette ville était unique dans son genre au Liban parce que vous savez qu'au Liban, la politique libanaise, la politique vis-à-vis du patrimoine était justement une politique qui allait à l'encontre de cette préservation du patrimoine. Au Liban, il n'existe pas de politique de sauvegarde du patrimoine. Il y a une politique de démolition du patrimoine, justement. Et je ne fais pas de politique ni de polémique en disant cela, mais je ne fais que dire la vérité. Tous les ministères qui se sont succédés n'ont pas cherché à créer ni une structure pour gérer le patrimoine, ni des lois qui protègent le patrimoine. La dernière loi autour du patrimoine date de 1933 et c'était pendant on était encore sous protectorat français. Vous voyez que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi quand je vous dis que la politique libanaise n'a jamais été pour la sauvegarde du patrimoine. Et voilà, là, je me suis dit, ça va être mon combat. Et donc, j'ai fondé cette association Patrimoine Tripoli Liban, qui s'appelait à l'époque Association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripoli au Liban. Et mon souci premier, mes objectifs étaient tout petits, c'était vraiment juste de faire connaître ce patrimoine, de le faire reconnaître. Le mot reconnaître est très important parce que ce que Madame Maouloud, Docteur Maouloud, et je la remercie énormément, et on ne peut que la féliciter pour ça, et elle fait un travail extraordinaire, et je la salue très fort, c'est que
elle vous a mis le doigt sur ce que vous voyez tous les jours sans vraiment le reconnaître. Elle vous a montré, elle vous a aidé à reconnaître ce patrimoine et à le valoriser, à le mettre à sa juste valeur. Et c'est ça le travail de sauvegarde du patrimoine. Donc en fait, elle, en tant que professeure ou en tant que personne, vous a inculqué certainement que c'était à bon escient, elle l'a fait à bon escient, mais elle vous a en tout cas inculqué cet amour de ce patrimoine et cette valorisation du patrimoine. Et donc, je suis partie sur ce combat et je voulais juste faire connaître. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des responsables français, politiques, diplomatiques, dans le monde diplomatique, on va dire, dont je citerai par exemple Jean-Paul Huchon, qui m'a proposé donc qu'on fasse des travaux de recherche sur ce patrimoine, parce qu'on ne peut pas connaître ce patrimoine et le reconnaître sans en connaître la vraie valeur, la valeur intrinsèque qui n'est pas reconnue parce qu'elle n'est pas connue. Et on a organisé des colloques avec le Conseil régional d'Île-de-France, et non pas général, mais c'est régional d'Île-de-France. Donc, c'est tout le département de l'Île-de-France et c'est le service consacré au patrimoine. Et c'est pour ça que je vous disais qu'au Liban, il n'existe pas de service réellement consacré au patrimoine, à part à la DGA, à la Direction générale des antiquités, qui est complètement débordée, qui est complètement démunie et qui va plutôt travailler sur le monumental, c'est-à-dire la citadelle, les grands monuments. Mais le patrimoine, ce n'est pas que ça. Le patrimoine, c'est également le patrimoine immatériel, c'est également les immeubles de la rue Azmi, de la rue Moutran, de Jemaïzé, de toute cette partie, par exemple, qui remonte au début du XXe siècle, mais qui doit être classée au patrimoine. Voilà. Et donc, voilà, l'association a organisé beaucoup de colloques au Sénat, au Conseil régional, avec les plus grands spécialistes au monde qu'on a fait venir à l'occasion pour parler de Tripoli. Et c'est comme ça que les plus grandes institutions françaises ont raisonné avec le nom du patrimoine de Tripoli. Et c'est notre plus grande fierté. Maintenant, quelle a été notre démarche? C'est de suivre à la lettre les 3 recommandations qui ont été données par les colloques organisés donc avec ces grands de ce monde du patrimoine qui sont, et je vais vous les citer, il y en a 3, et ces 3-là, ce sont en fait le chemin, les 3 bases sur lesquelles nous travaillons. 1, pour reconnaître le patrimoine, il faut faire un inventaire de ce qui existe. Ça n'a jamais été fait et pour le moment, on n'a pas réussi à convaincre l'État libanais parce qu'il faut aussi avoir l'accord dans certaines choses. Les associations peuvent travailler toutes seules, mais elles ont aussi quelque part besoin d'avoir l'accord enfin de l'État pour pouvoir effectuer quelque chose. Donc, l'inventaire général, personne n'a accepté, pas même l'université libanaise, pas même la DGA, la Direction générale des antiquités, etc. L'UNESCO, tout ça, ils n'ont pas vu l'intérêt de faire ça. 2, la sensibilisation. Et la sensibilisation, nous avons créé un projet qui s'appelle Touras et Tourasak, patrimoine en partage. C'est l'enseignement du patrimoine dans les écoles et dans les universités. Et ce que Madame Dr Maouloud a fait est vraiment excellent parce que la preuve, c'est que voilà, vous avez vu des choses que personne d'autre ne voit ou que peu de gens voient. Et ce projet-là, il a été fait avec le ministère de l'Éducation
et je l'en remercie puisqu'on le fait ensemble et ça marche très bien. Ça s'est malheureusement arrêté le 17 octobre avec la Révolution parce que de toute façon, les écoles et les universités travaillent qu'à moitié. Et la troisième recommandation, c'est la mise en valeur du patrimoine. Il faut que ce patrimoine ne soit pas muséifié. Il ne faut pas qu'on regarde la citadelle de loin et qu'on se dise « Ah tiens, il y a une citadelle ici ». Non, la citadelle, on doit pouvoir rentrer dedans et effectuer des événements dedans et vivre un peu dedans, c'est-à-dire non seulement la visiter, mais aussi organiser des choses dedans. De même que les hammams, de même que les khans, de même que les souks, tout ce qu'il y a à Tripoli doit être mis en valeur, comme nous l'avions fait à 3 reprises avant que cette révolution n'éclate, c'est-à-dire on a commencé par Khan el-Askar, on a attiré l'attention de la population sur ce Khan que beaucoup de gens ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais visité, en organisant des manifestations culturelles dedans afin de le faire connaître. Et après nous, il y a eu une autre association qui l'a fait et puis ça s'est arrêté, je ne sais pas pour quelle raison. 2, on a organisé également à Berjesbe. Alors, à chaque fois qu'on rentre dans un endroit, on le nettoie, on y met de l'électricité, on fait on l'embellit, on le met en valeur, en fait. Le mot mettre en valeur quelque chose, c'est l'embellir, c'est attirer l'attention là-dessus et organiser des concerts, des expositions, faire de la médiation culturelle dans un événement, dans un endroit, dans un monument, comme ce qui s'est passé aussi, par exemple, sur l'escalier de Ahouet Tal el-Olia, qui avait été vraiment très réussi. On avait organisé un concert de musique, de piano dessus. Il y avait énormément de monde. Et c'est là que les gens se sont dit, tiens, on a ce bel escalier, on devrait pouvoir l'utiliser comme on fait dans le monde entier. Vous voyez, là, on est pendant le mois du Ramadan, par exemple. Il pourrait servir à installer, par exemple, des petites tables, des petites chaises pour le soir, pour le suhour, par exemple. Ce serait quelque chose de vraiment important qui attirerait des touristes du monde, qui ferait tourner un peu l'économie. Mais bon, ça, c'était une des idées qu'on avait proposées. Et ce qui s'est passé, par exemple, à la train station, à la station de train, à la gare de Tripoli, aussi, on l'a nettoyé, on l'a mis en valeur, on a fait un podium, il y avait des concerts, il y avait des expositions, les gens ont visité les trains, ont vu les choses d'une façon complètement différente. Mais c'est un travail qui doit être en continu si on veut que cette ville, Tripoli, qui est extrêmement riche en culture, en patrimoine, en cuisine, en chant, même par exemple le Fatl el-Mawlawi, cette méthode soufie qui n'existe que à Tripoli. Les khans n'existent que à Tripoli, les hammams n'existent que à Tripoli. Ce beau patrimoine, la foire internationale, ce chef-d'œuvre du grand architecte brésilien Oscar Niemeyer, ces choses-là n'existent que à Tripoli. Alors la question qui se pose, pourquoi on ne valorise pas ces endroits-là de façon à ce que vous, les étudiants, vous, les jeunes, les nouvelles générations, vous soyez fiers de votre ville? Parce que pour le moment, les gens, quand on leur parle de Tripoli, que ce soit de l'extérieur, mais même les habitants, les autochtones, les indigènes, les gens qui vivent dans Tripoli même, ils ont toujours l'impression que Tripoli est une ville pauvre. Non, Hanan, Tripoli n'est pas une ville pauvre. On y a appauvri les gens et les gens, du coup, regardent leur ville en se disant c'est la ville de la pauvreté. Mais en fait, non, cette ville est extrêmement riche si seulement on pouvait adopter une politique
patrimonial qui se servirait de ce patrimoine que nous ont légué nos ancêtres, qu'ils ont construit avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour la ville. Si on pouvait réutiliser, réinvestir ce patrimoine-là pour faire tourner un peu l'économie, pour qu'elle devienne une ville vraiment touristique. Parce que ce qui existe, les métiers d'art qu'il y a à Tripoli, n'existent nulle part ailleurs. Parce que tous les gens qui veulent venir, qui veulent fabriquer des choses, ils les fabriquent à Tripoli. Et pour pas cher. Mais il n'y a pas une politique globale qui gère cette ville correctement et qui fait que vous, les nouvelles générations, vous pouvez être fiers de votre ville. Et ce que Dr Maouloud, encore une fois, a fait est extraordinaire parce qu'elle vous a permis de voir ce que vous ne voyez pas. Et nous, les étudiants avec qui on travaillait dans Touras et Tourasak, c'était des gens qui habitaient autour de ces monuments-là. Et l'étudiant nous disait, ah mais moi je passe tous les jours devant, jamais je me suis arrêtée, jamais j'ai pensé que cette citadelle, par exemple, pouvait être le théâtre de ce que vous nous racontez. Jamais je n'ai pensé que ce Khan n'existe que dans certaines villes comme Alep, comme le Caire, comme Tripoli, que c'est une ville mamelouk, comme il y en a peu. Comme il y en a peu dans ce monde. Personne ne m'a dit que Oscar Niemeyer avait fait Brasilia et il a fait la foire en copie de Brasilia et que Brasilia est une des villes les plus prospères. Et pourquoi la foire ne fonctionne pas? Et que ce train-là, il a été offert au Liban, par exemple, par les Allemands, à la fin de la guerre, et que dans ce hammam, il y avait toute une magie au moment des fêtes, au moment du Ramadan, au moment de tout ça, que la grande mosquée, par exemple, a reçu, Al-Mutanabbi a reçu les grands poètes de ce monde et les grands hommes de ce monde, etc. Toute cette méconnaissance autour de ce patrimoine, c'est exactement le travail sur lequel on doit maintenant se baser, et c'est ce que notre association est en train de faire pour faire connaître, mais aussi pour faire valoir ces choses-là, et même et je terminerai là-dessus, ce patrimoine immatériel, ces métiers d'art, etc., il faut qu'ils sortent en dehors des murs, en dehors de Tripoli. Il faut que ça aille dans toutes les régions du Liban et plus particulièrement dans tous les pays du monde, là où il y a une diaspora libanaise. Oui. Et que pourrait-il être, à votre avis, le moyen de sensibilisation de ces jeunes générations pour une meilleure prise de conscience de l'importance de cette protection et de la conservation du patrimoine chez nous à Tripoli? Alors voilà, je vous ai dit les deux façons qui sont utilisées partout dans le monde. Ça, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les méthodes qui sont employées dans tous les pays où il y a du patrimoine et où les gens ont réussi à conserver ce patrimoine et à le faire connaître. C'est la sensibilisation de la population. Sensibiliser la population, c'est-à-dire leur donner leur inculquer cet amour pour ce patrimoine. Et ça ne peut pas se faire dans la rue. Il faut que ça se fasse dans des structures. Les structures sont les écoles, les universités, parce que les jeunes générations, ce sont les générations du futur. Et ce patrimoine-là, nous, on n'est que de passage. On est là pour le conserver et le transmettre. Donc cette transmission, si vous voulez qu'elle se perpétue, qu'elle devienne pérenne et qu'elle se poursuive de génération en génération, il faut passer par les jeunes. Ce sont eux, c'est un legs. Pourquoi on l'appelle en anglais legs? C'est quelque chose qu'on transmet
Il n'appartient à personne. Ça, c'est un des droits de l'homme, c'est le patrimoine n'appartient à personne. Même quand vous êtes propriétaire d'un patrimoine, il ne vous appartient pas. Il appartient aux futures générations. Vous êtes là uniquement pour le préserver. Vous êtes comme si vous étiez la gardienne de ce lieu. Vous le gardez, gardienne, vous le gardez, et ensuite vous le transmettez à d'autres générations qui sont obligées, qui ont le devoir en tant que citoyens. Et là, c'est très important de parler du mot citoyenneté. La citoyenneté al-Muwatiniya, c'est le fait de garder ce patrimoine et de le transmettre. Et en fait, voilà, ça c'est une chose. Alors pour la sensibilisation, par les écoles, les universités, les jeunes générations, ça peut être à chaque fois qu'il y a une communauté, dans les communautés religieuses par exemple, dans les mosquées, dans les églises, il faut prêcher pour ce patrimoine. Il faut demander aux gens de préserver le patrimoine. Ça peut être aussi dans toute communauté, dans les entreprises, etc. Mais aussi, ça peut être sous forme d'affiches publicitaires, de publicités sur les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça s'appelle la campagne de sensibilisation. Et d'un autre côté, deuxième point, c'est la mise en valeur. Parce qu'il ne faut pas considérer le patrimoine comme un musée. Il faut vivre dans ce patrimoine. C'est-à-dire, une banque peut très bien ouvrir dans un lieu patrimonial. Et comme ça, les gens, quand ils viennent dans une banque ou dans une université, les universités, les bibliothèques, c'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Leur patrimoine. Ils découvrent leur patrimoine et ils vivent dedans. Ils l'investissent dans la vie, ils lui donnent une deuxième vie. Parce que tout ce qui n'a pas de vie est mort. Et on ne veut pas faire mourir ce patrimoine. On veut que ce patrimoine continue à vivre. Donc, il faut l'investir. Il faut vivre dedans. Il faut lui donner une deuxième vie, puis une troisième vie, puis une quatrième vie, etc., etc. Donc, les deux moyens, c'est la sensibilisation et la mise en valeur. Mais avant toute chose, il faut le reconnaître. Il faut savoir, il faut que ces générations-là sachent qu'ils vivent dans une des villes les plus précieuses du Moyen-Orient. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas le front de mer de Beyrouth qui va attirer les touristes, parce qu'ils ont mieux chez eux. Ce qui va attirer les touristes chez nous, c'est la vieille ville à Tripoli, c'est le patrimoine de Tripoli, c'est les artisans de Tripoli, c'est acheter un souvenir et le ramener chez soi. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas à Tripoli. À Tripoli, on n'a que des choses qui nous viennent de Chine ou de Turquie ou d'ailleurs. D'accord? On n'a pas notre patrimoine à nous, il n'est plus malheureusement fabriqué comme il se faisait avant. Et on est en train de perdre ce savoir-faire. Et ce savoir-faire, il ne faut pas qu'il se perde. Oui, le patrimoine est en danger, donc nous devons donc lutter pour la protection. Oui. Il est en péril. Il est en péril. Il va disparaître si on continue comme ça, si on ne se mobilise pas. Oui, nous devons donc lutter pour la protection de notre patrimoine et ne se laisser jamais aux idées sombres de quitter le pays ou de sous-estimer sa valeur afin de le conserver à la fin à tout prix. Exactement. Il ne faut jamais baisser les bras. Et croyez-moi que ce n'est pas un rêve, c'est tout à fait réalisable. Si vous, par exemple, Hanan, moi je vous prends avec moi dans l'association si vous avez envie de... on demande à tous les... Parce que vous pouvez jouer un rôle très important pour préserver votre patrimoine. Et ça va revenir forcément parce qu'à un moment donné, les gens nous ont un peu accusés, oui, mais les gens meurent de faim et vous voulez parler de culture et de patrimoine. Et c'est là où les gens se trompent. Parce que le patrimoine, c'est
presque du pétrole. Ça a la même valeur que du pétrole dans une ville comme Tripoli où il n'y a pas de pétrole. Tant qu'il n'y aura pas de pétrole, tant qu'il n'y aura pas de gaz, tant qu'il n'y a pas de mines, de matières premières, de minéraux, etc., qu'est-ce qu'il y a? Il y a le patrimoine. Alors, utilisons ce patrimoine pour faire venir des touristes. Parce que les touristes, quand ils viennent, ils dépensent. Utilisons ce patrimoine pour faire travailler. Il y a beaucoup de métiers qui tournent autour du patrimoine. On peut être guide, on peut avoir une boutique de souvenirs, on peut travailler dans le bâtiment et réhabiliter tout ce patrimoine. On peut être, il y a des milliers et des milliers d'offres d'emplois dans le monde du patrimoine. Il faut juste qu'on adopte la bonne politique. Et cette politique-là, aucun des responsables de la ville n'a voulu l'adopter et c'est très malheureux. Mais on continue. Et on est ouvert à toutes les propositions et on prend tout le monde avec nous puisqu'on mène le 15 juin, à partir du 15 juin, on mène un nouveau projet à Tripoli dans lequel on prépare des jeunes, on forme des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, on forme des gens au métier du patrimoine. Au métier des patrimoines. Voilà, des patrimoines, je dis bien des patrimoines, c'est pas, je ne me suis pas trompée. C'est les patrimoines parce qu'il n'y a pas un patrimoine, mais il y a des patrimoines. Oui. Je vous remercie infiniment, Madame Joumana Chahal Timeri, de nous accorder un peu de votre temps et de nous enrichir de votre expérience, rarement trouvée dans un monde où les gens ne font plus rien qu'exister. Je vous enverrai plus tard le reportage. Merci à vous, Hanan. Bon courage, bonne chance, bonne continuation. Et mille merci à votre professeur, Dr Maouloud, qui fait un travail extraordinaire. J'en suis la première ravie parce qu'elle vous a quand même demandé de faire ce travail. Et j'espère qu'il sera écouté et qu'on pourra faire équipe tous ensemble pour le bien de notre cité extraordinaire, Tripoli. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci. Merci.